Bonsoir à tous. Serait-il possible de pouvoir taper en plus de votre nom, votre pays d'origine? C'est possible? Donc, n'oubliez surtout pas, lorsque vous vous présentez, de mettre le pays d'où vous venez. Merci. Alors, je pense que nous allons commencer. Donc, merci vraiment à tous d'être là, d'être venus nombreux pour participer à cette présentation qu'on a depuis quelques mois envisagé de faire pour les étudiants et toutes ces personnes qui viennent des différents pays francophones. L'idée derrière étant bien sûr de pouvoir mieux vous informer et de pouvoir donner le plus de détails possible de nos différentes activités concernant les Youth Mappers et d'ainsi introduire en fait cette communauté de jeunes cartographes à toutes ces personnes disons, qui viennent du monde francophone, qui viennent des universités francophones. Et donc, ce soir, c'est l'objet de notre présence ici. Moi, je me présente. Je suis Guy Pacom Adingra. Donc, je suis en année de doctorat. Je suis à ma deuxième année de doctorat en télédétection et système d'information géographique de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et précisément du Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection. Donc, je suis le président et aussi le fondateur, l'initiateur, je dirais, du chapitre Youth Mappers Curat de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et j'ai aussi eu l'honneur d'être un Youth Mappers Leadership Follow de 2019. Et ce soir, je suis accompagné, je suis pas seul. Et donc, je suis accompagné par M. Ibrahima Sori Diallo. Je le laisse se présenter avec plus de détails. Donc. Oui, bonsoir tout le monde. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ibrahima. Je m'appelle Ibrahima Sori Diallo. Je suis étudiant en master à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, je travaille un peu sur les questions d'espace et société urbaine et en SIG aussi plus particulièrement donc SIG appliqué à l'espace et société. Donc, nous travaillons également dans le domaine de la santé surtout. Voilà. Je suis le président de Youth Mappers UGB depuis sa fondation en 2018 et nous avons eu à organiser pas mal d'activités également dont nous allons parler plus tard. Merci, Guy. Merci, Ibrahima. Merci beaucoup. Donc, l'activité, je dirais, de cet après-midi, en fait, sera présentée ainsi. Donc, on va introduire les Youth Mappers, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut créer un chapitre Youth Mappers, comment est-ce qu'on peut intégrer un chapitre Youth Mappers. Et à partir de cela, on va voir aussi les opportunités que voilà, le fait d'intégrer un tel réseau, en fait, nous donne. Et aussi les outils et les méthodes qui sont utilisés, en fait, par l'ensemble des communautés dans le monde entier, des Youth Mappers. Et après, nous verrons les différents partenaires. Aussi, une section importante sera accordée aux différentes ressources qui, comme on le sait, sont le moyen de travail le plus performant pour les Youth Mappers, le fait d'avoir toutes ces ressources à notre disposition. Et à la fin, on va terminer en fait avec des témoignages, on le dit comme ça, des expériences en fait qu'on va partager avec vous et spécifiquement les expériences de nos deux chapitres au niveau d'Abidjan et aussi au niveau de Saint-Louis. Donc, pour commencer, diapo, Ibrahim.
Donc, déjà, pour présenter les Youth Mappers, disons que l'idée à l'origine est venue de 3 universités, en gros. L'université Texas Tech University, celle de George Washington University et celle de West Virginia. Donc, ces 3 universités-là ont émis l'idée qui a été ensuite, disons, appuyée par le Geo Center de l'USAID pour la création d'une activité et d'un réseau, en fait, de jeunes qui utiliseraient la cartographie pour cartographier la résilience, mais aussi l'intention derrière, c'était de susciter des leaders dans le domaine de la cartographie dans les différentes universités et cela disons, dans toutes les universités du monde entier. Et aussi, le partenaire, en fait, de ces 3 grandes universités, en plus du Geo Center, c'est l'Arizona State, en fait, University, disons, qui joue le rôle, en quelque sorte, d'administrateur et de partenaire, en fait, de ce gros consortium et aussi assure le lead fiscal des Youth Mappers. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une base solide pour l'association, mais en même temps, c'est un groupe d'universités qui se mettent ensemble et qui proposent une idée qui est ensuite appuyée et qui va donner naissance à cette organisation qui, depuis plusieurs années, est devenue un réseau mondial en fait, pour l'ensemble des universités du monde entier qui en font la demande de pouvoir intégrer et de créer en leur sein en fait, des chapitres. Donc, diapo suivante. Et concrètement, on va dire, les Youth Mappers existent, mais après, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ce réseau mondial? Ce réseau mondial, en effet, il est constitué de plus de 5000 cartographes universitaires, donc organisés en différents chapitres. Et à ce jour, on en compte 2019 chapitres répartis sur 50 pays. Donc, en gros, on a 50 nationalités qui se mettent ensemble, qui travaillent ensemble dans un réseau mondial très performant dans le but, en fait, de donner cette connaissance-là de la cartographie à des étudiants, à des universités. Et donc, il s'agit d'étudiants, mais aussi d'enseignants-chercheurs qui sont intégrés dans ce réseau. Parce que quand on parle de Youth Mappers, il ne faut pas voir uniquement, en fait, les étudiants, mais aussi les enseignants-chercheurs de ces différentes universités qui essaient d'impliquer les étudiants dans le travail qu'ils réalisent. Et donc, pour rejoindre ce réseau, c'est tout simple. C'est déjà, vous, à votre niveau, localement, de se constituer en groupe. Et une fois qu'on s'est constitué en groupe, il nous faut avoir un mentor. Donc, le mentor, ce sera un enseignant de l'université, ça peut être un professeur, ça peut être un docteur, peu importe, mais un enseignant de l'université qui assurera le mentorat de ces étudiants-là. Et donc, ensuite, il faut envoyer une demande d'admission, soit de création de chapitre ou d'affiliation à un chapitre. Et donc, l'affiliation, c'est le fait d'intégrer un chapitre déjà existant, donc agir sous la coupole de ce chapitre-là, ou de créer nouvellement dans une université où on n'a jamais eu, ou dans une ville où on n'a jamais eu auparavant un chapitre Youth Mappers, un nouveau chapitre. Et on soumet en ligne cette demande de participation et aussi on envoie par mail les pièces justificatives. Donc, ça sous-entend que, étant donné qu'on est organisé déjà en petits groupes, on dispose du statut du chapitre, un petit test qui est écrit, qui explique un peu les objets de cette association, leurs objectifs, pourquoi est-ce que vous voulez le faire et comment est-ce que vous comptez vous organiser. Et ensuite, il vous faut une preuve de l'affiliation à l'université. Et donc, cette preuve de l'affiliation à l'université, dans le cas pratique, il s'agit d'une autorisation de l'université, une autorisation écrite de l'université qui reconnaît et sait qu'il existe une association d'étudiants
qui veut intégrer le chapitre Youth Mappers dans notre université et que nous reconnaissons ces étudiants-là comme étant des étudiants de notre université. Donc ça, c'est le document vraiment important qu'il faut fournir aussi. Et ensuite, préparer un logo du chapitre. Donc, ce logo peut être combiné avec soit le logo des Youth Mappers ou avec un peu plus de fantaisie, mais très souvent, il est associé au logo des Youth Mappers parce qu'il y a cette déclaration en fait d'éthique et la politique de l'image de marque Youth Mappers qui est disponible aussi en ligne, qu'il faut auparavant lire et comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser l'image de Youth Mappers, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ces informations-là ou cette formation. Ensuite, une photo de groupe, tout simplement. Donc, le groupe étant constitué, vous prenez une photo et toutes ces informations, vous les envoyez par mail à l'adresse en fait qui vous sera indiquée, qui est aussi disponible sur le site Internet. Et ensuite, il y a un comité de direction qui se réunit tous les 45 jours pour décider quelles sont les nouvelles demandes que l'on a. Est-ce que ces demandes-là remplissent les critères d'admission ou d'affiliation à un chapitre du Youth Mappers? Et ensuite, lorsque votre document est jugé recevable et accepté par ce comité de direction-là, vous recevez en fait votre adhésion et votre preuve en fait d'affiliation à un chapitre Youth Mappers. Et donc, cette information ensuite est relayée par les différents réseaux, aussi communiquée par mail où on informe l'ensemble de la communauté mondiale de nouveaux adhérents, de nouvelles universités en fait qui intègrent le chapitre, voilà la liste, la longue liste, la très belle liste des chapitres Youth Mappers du monde entier. Et donc, avec cette affiliation-là, maintenant, vous pouvez vous considérer membre de chapitre Youth Mappers. Vous pouvez déjà commencer des activités, partager dans ce réseau-là et bénéficier automatiquement des nombreux avantages de ce réseau. Voilà. Et en parlant davantage de ce réseau, on va passer à la seconde partie qui concerne aussi les opportunités que peut offrir en fait la possibilité d'être dans un réseau Youth Mappers. Et donc, en premier lieu, on a toujours ces bourses-là qui sont disponibles pour les étudiants dans le cadre d'activités ou de présentation de projets spécifiques, soit à des colloques ou à certains séminaires. Il faut forcément en faire la demande et il faut que le travail qui a été réalisé, disons, ait impliqué en fait votre chapitre et donc les Youth Mappers. Et donc, c'est quelque chose qui se décide aussi au niveau de l'université. Ah tiens, on a tel projet, on peut le faire avec les Youth Mappers. Ce projet-là aboutit, des gens veulent le présenter. Est-ce qu'on a besoin d'un peu d'argent pour y aller, pour présenter ce projet? Est-ce qu'on a besoin d'un peu d'argent pour être à telle activité ou tel séminaire? Voilà un peu aussi les possibilités qu'on peut avoir. Et aussi avoir accès à un modèle de programme d'études. Donc, ce modèle de programme d'études-là, moi, il a été vraiment très intéressant pour moi particulièrement. Et tout à l'heure, je vais revenir dessus lorsque je vais parler de l'expérience de notre chapitre. Mais voilà, on intègre un groupe, on a accès à de la documentation qui nous permet d'avoir un programme en fait dans le domaine spécifique de la cartographie un peu plus intéressant, un peu plus poussé, un peu plus adapté je dirais aux demandes actuelles en fait dans le monde entier et la compétence actuelle auquel en fait on peut avoir accès pour pouvoir se développer et améliorer ses capacités. Et aussi la présence continuelle des Youth Mappers, des membres des différents chapitres ou différentes activités aussi comme le State of the Map, le Phosphogeo, aussi les sommets des hôtes, est aussi un avantage de pouvoir bénéficier de l'expérience de ces personnes qui participent et aussi, pourquoi pas, nous-mêmes participer à ces projets-là. Et aussi, le fait d'avoir accès à des travaux scientifiques au sein de ce réseau. Et donc, la recherche ne s'invente pas du tout. On est toujours amené à travailler sur des sujets parfois que les autres ont déjà
côtoyer et donc la possibilité de ces réseaux nous donne vraiment beaucoup de chance de pouvoir avoir d'autres idées, de pouvoir aller sur d'autres universités, de comprendre comment est-ce qu'ils ont abordé tel ou tel sujet, de pouvoir en bénéficier plus largement et tout ça grâce au réseau Youth Mappers. Voilà. Prochaine diapo, Ibrahim. Et pour les bourses spécifiquement, je le disais, je vais un peu revenir dessus. On a différentes activités qui sont organisées de façon alternée et on commence au début par le research et le leadership follow. Donc, le research follow, c'est, disons, la bourse en fait qu'on offre à certains étudiants membres du chapitre Youth Mappers pour leur permettre de participer à un stage de formation concernant un sujet de recherche spécifique ou une méthodologie de recherche spécifique auquel ils veulent participer ou qu'eux-mêmes ils ont proposé parce qu'il y a l'appel d'offres, vous proposez des sujets spécifiques sur lesquels vous voulez travailler et vous avez ensuite ce petit moment de mentorat avec des enseignants-chercheurs du réseau Youth Mappers, soit dans différents pays, puisque le Research Follow, on se déplace. Et donc, vous avez là une opportunité de pouvoir aller rencontrer des jeunes chercheurs comme vous, de rencontrer des jeunes étudiants comme vous qui ont des sujets aussi intéressants que les vôtres. Et là, vous suivez ce mentorat de quelques jours pour pouvoir mieux comprendre et réaliser en fait le projet sur lequel vous voulez travailler. Donc, c'est vraiment une activité académique intense et très intéressante du point de vue de la recherche parce qu'on n'a pas toujours cette possibilité-là de bénéficier de l'expérience de certaines personnes dans un très haut niveau, en fait, dans le cadre de la recherche scientifique. Et aussi, on a le Leadership Follow qui en fait cette activité qui permet aussi de former des jeunes membres Youth Mappers à la compréhension de leur monde, à pouvoir venir en aide facilement à une communauté locale, à comment aborder en fait les thématiques et les problématiques qu'ils rencontrent dans leurs différentes communautés, mais aussi à rendre les différents chapitres durables. Donc, cette façon de travailler, cette façon de conduire son chapitre est vraiment enseignée en long et en large durant le Leadership Follow. Donc, c'est vraiment une activité de formation personnelle, non seulement pour le participant, mais aussi en retour, il fait bénéficier son chapitre en fait, de cette expérience acquise en ces quelques jours de formation avec les membres de direction en fait, de Youth Mappers. Et on a le projet Let Girl Maps. Comme on le sait tous, pas plus tard qu'hier, j'en parlais en fait avec Ibrahim justement, cette difficulté de pouvoir intégrer les filles dans le domaine cartographique et spécifiquement ici en Afrique. C'est vraiment dur parce qu'on voit tout de suite la cartographie comme un métier d'homme, comme quelque chose de compliqué. Il y a plein de cartes à faire. C'est un peu des maths parfois. Et donc, les filles, très souvent, restent dans leur coin et il faut venir les chercher. Et donc, cette initiative, en fait, l'idée, c'est de pouvoir encourager les filles à cartographier, amener des thématiques qui intéressent les filles, qui intéressent les femmes de nos différentes universités et à pouvoir participer ensemble à ce projet-là. Et donc, à chaque fois, à chaque année, on organise des activités autour du projet Let's Girls Maps pour inciter les filles en fait, à participer aux différentes activités. Et on a le Fieldwork Programme. Le Fieldwork Programme qui est aussi une activité de recherche. Comme vous le verrez tous, les activités Youth Mappers sont vraiment axées dans le monde académique, dans le monde scientifique. Et donc, le Fieldwork Programme, c'est de pouvoir d'écrire ou mettre en place un projet innovant dans le domaine de la cartographie précisément, mais aussi qui va permettre en fait de pouvoir collecter des données de terrain très originales qui vont aider les gens à pouvoir prendre des décisions et donc qui va vraiment apporter de l'aide et des réponses justes aux populations locales. Donc, c'est vraiment collecter des types de données parfois auxquels les États ne s'intéresseraient pas, par exemple, ou parfois auxquels l'université, je dirais, dans son programme, ne s'intéresserait pas. Mais avec ton groupe, ton chapitre, vous pourrez ensemble réfléchir à un sujet et dire, je vois tel problème dans ma communauté,
Mais je pense que pour résoudre ce problème, il faut qu'on collecte des données en fait sur telle information. Et ensuite, ces données-là, on peut les compiler, les analyser et les soumettre en fait pour qu'on puisse trouver une solution à tel problème. Et aussi, l'idée derrière, en fait, l'avantage aussi qu'il y a, c'est que l'USAID a la possibilité derrière de réutiliser ces données-là. Et très souvent, les thématiques aussi abordées doivent être dans cette ligne de recherche et de travail en fait, de l'Agence d'aide des États-Unis. Et enfin, on a le Regional Ambassador qui est une activité qui réunit des jeunes Youth Mappers de différents chapitres qui en fait endossent un chapeau d'ambassadeur. Et donc, par le mot ambassadeur, vous pouvez comprendre, c'est la personne qui sert en fait d'images, d'émissaires, qui va motiver la création de d'autres chapitres, qui va motiver et encourager les autres d'une certaine façon à organiser beaucoup plus d'activités. Donc, le Regional Ambassador, il va s'occuper d'une région entière. Il ne va pas que se focaliser sur son université, mais aussi sur les autres universités de son pays et pourquoi pas aussi de sa sous-région. Et donc, c'est une façon de déléguer cette lourde tâche des différents disons, membres de la direction qui ne peuvent toujours pas se déplacer pour venir au contact des gens, qui ne peuvent pas toujours être à répondre à toutes les questions que vous leur posez, mais d'une certaine façon, ils délèguent ces jeunes qui sont dans votre communauté, à qui vous pourrez poser toutes les questions et à qui vous pourrez vous adresser, disons, dans la chaîne, en fait, pour tout ce qui concerne vos activités Youth Mapper. Et eux, derrière, ont le rôle d'organiser ces activités avec vous, de vous mobiliser, d'aller vraiment dans des endroits parfois reculés, dans d'autres universités, et essayer de susciter en fait la création de chapitres et de jeunes. Et donc, voici un peu pour ces différentes activités de bourse. Diapo suivante. Donc, pour la journée, en fait, spécifique où on organise des activités, Let's Girl Map, comme je le disais tout à l'heure, c'est lors de la Journée internationale de la femme. Et donc, c'est une façon pour les Youth Mappers de soutenir en fait, cette frange de la population qui est parfois délaissée ou qui parfois n'est pas autant impliquée dans les différentes activités en promouvant des activités de cartographie qui concernent des problèmes que ces femmes et ces filles vivent en fait dans nos différents pays. Donc, vous pourrez avoir toutes les infos sur les sites internet concernant l'activité Let Girl Map. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles et vraiment c'est l'occasion pour vous de pouvoir vous intéresser à fond à ce projet-là qui, à mon avis, est vraiment très intéressant et d'actualité surtout dans nos différents pays ici. Prochaine diapo. Donc voilà, je vais laisser ici la parole en fait à Ibrahim qui va faire la deuxième partie de la présentation. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on est en cohorte de l'activité, donc tous les deux on va intervenir. Donc, Ibrahim, c'est ton tour. Merci beaucoup. Merci Guy pour la présentation. Très intéressante, je trouve. Donc, je vais rebondir un peu sur la part de mes sœurs là, pour reprendre le sujet. En ce qui concerne le Let Girls Map, bon, comme il a eu à l'expliquer, c'est un peu pour impliquer les femmes dans le domaine de la cartographie. Comme vous le savez, surtout en Afrique ou dans les pays pauvres, les femmes sont moins impliquées. Et si les femmes sont moins impliquées, je me demande comment un pays peut se développer à partir d'une seule moitié de la population qui sont les hommes. Parfois même, c'est plus que la moitié, ou je dirais que c'est moins que la moitié de la population parce que les hommes sont sous-représentés par rapport aux femmes. Donc, il faut que les femmes s'y mettent. Mes sœurs, vous qui sont là, vous êtes chargés de transmettre le message à tous ceux qui ne sont pas là, que vous devez vous y mettre. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Et on est sûr que, bon, je dirais que souvent les femmes sont plus persévérantes même que les hommes. Quand elles veulent faire quelque chose, là, il n'y a rien qui peut les arrêter. Donc, voilà.
Nous venons un peu sur les domaines d'intervention que nous avons choisis. Ce n'est pas les seuls. Donc, on a juste choisi quelques domaines qui nous semblent intéressants, à savoir la lutte contre la pauvreté, sécurité alimentaire, croissance urbaine, environnement, gestion des déchets, cartographe, catastrophes naturelles ou transport santé. On va prendre deux exemples qui sont courants actuellement. Catastrophes naturelles, bon, pas tout à fait naturelles, mais comme si nous prenons l'exemple de ce qui s'est passé au Liban, l'explosion du port, donc des tâches ont été créées sous OpenStreetMap afin d'apporter un soutien aux organismes humanitaires qui interviennent là-bas. Donc, même ceux qui sont à Colombie ou où qu'ils soient, pouvaient participer à aider ceux qui sont sur le terrain. Donc, leur rôle était en fait de tracer des bâtiments à partir des images satellites, tout ce qu'ils voyaient. Après, ces données sont utilisées par les organismes sur place qu'ils vont exploiter en fonction de leurs besoins. Autre chose, c'est le domaine de la santé. J'ai mis entre parenthèses HealthSite qui a pour but de recueillir toutes les structures de santé, que ce soit publique ou privée ou pharmacie même, dans une base de données, une sous-base qui sera enregistrée et ouverte à tout le monde, donc où chacun peut contribuer, mais aussi exploiter les données qui sont au domaine d'intervention. Donc, l'objectif, c'est de prendre les structures sanitaires et de répondre à des formulaires, à savoir tout ce que vous connaissez sur la structure, vous les renseignez, la localisation, numéro de téléphone qui contacter en cas d'urgence, les soins qui sont disponibles, tout ce que vous pouvez avoir et que la personne est prête à mettre à la disposition du grand public. Vous pouvez recueillir ça et ajouter. Donc, ça a joué un rôle très important pour la lutte contre le COVID-19. Donc, récemment même, une campagne a été organisée pour appuyer, pour sensibiliser les youth mappers ou autres de contribuer à cette tâche-là. Un peu sur la méthodologie, donc pour faire simple, il y a un manque d'informations géographiques, surtout dans les domaines où interviennent les organismes humanitaires. Donc, imaginez quelqu'un qui doit se rendre quelque part dans un village où il n'y a pas de courant, on ne parle même pas d'Internet, mais là où il n'y a pas d'électricité. C'est trop compliqué pour s'y rendre. On ne sait pas par quel chemin passer et on ne peut pas utiliser les images satellites parce que c'est assez lourd. Ce n'est pas toutes les plateformes qui peuvent supporter ça de façon hors ligne. Maintenant, l'idée était de créer des cartes à partir des vecteurs qui ne prennent que quelques émaux. Par exemple, vous pouvez télécharger la base de données de la carte, la base de données du pays sous OpenStreetMap qui ne fait que moins de 50 émaux avec des données qui sont vraiment gigantesques. Bon, beaucoup de données en fait. Vous pouvez vous rendre, aller quelque part où vous voulez à partir de ces données qui sont bon, pas complètes, mais qui sont assez nombreuses pour régler quelques situations. Donc, c'est pour dire que au lieu d'utiliser les images satellites, nous pouvons utiliser les données open source qui ne pesent pas du tout, que les organismes humanitaires peuvent télécharger avant de se rendre sur place là où ils n'auront pas de connexion. Donc, ils sauront qu'il y a déjà des cartes qui sont là. Ils ne vont pas y aller aveuglément aussi, mais sauront où sont les routes, où sont les bâtiments, par où ils devraient passer pour s'y rendre, etc. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, la solution, par exemple, la solution qu'on propose, c'est après avoir identifié le problème, on crée des projets sous OpenStreetMap. Ces projets-là sont répartis. Donc, par exemple, on prend une zone, on répartit en fonction des difficultés. Donc, et puis, on organise des séances de cartographie qu'on appelle des mapatons, que les étudiants, les youth mappers vont contribuer pour cartographier. Chacun prend une tâche et puis remplit en fonction de sa disponibilité. Et puis, les autres aussi peuvent remplir, ceux qui ne sont pas youth mappers ou qui que ce soit, peuvent accéder à ces tâches-là et puis contribuer eux aussi. Donc, ces données sont ensuite utilisées par les organismes humanitaires, donc, comme je le disais tout à l'heure, ces données qui ne pesent rien du tout, mais aussi ces données sont utilisées par d'autres plateformes
qui promouvoit l'open data, les données libres où chacun peut prendre en fonction de ses besoins, contribuer aussi en fonction de sa disponibilité. Maintenant, voilà quelques outils qu'on utilise un peu dans le domaine de la cartographie par les use mappers et autres. Nous avons juste choisi quelques, ce n'est pas les seuls, mais bon, c'est assez nombreux quand même. Donc, au fil de paper, c'est par exemple imprimer une partie à partir de la base de données d'OpenStreetMap, imprimer une carte qui va vous servir de guide sur le terrain. Donc, vous prenez d'abord ce qui est disponible sur la base de données OSM que vous allez repartir en fonction de vos besoins, par exemple, faire une maillage, créer des mosaïques. Ensuite, utiliser ces cartes-là pour vous rendre sur le terrain. Une fois sur le terrain, vous allez juste relever les points. Par exemple, sur le terrain, vous pouvez savoir que vous êtes à ce niveau de la carte. Vous ajoutez que là, il y a une pharmacie, le nom, si possible. Là, il y a un dispensaire, le nom. Donc, vous ajoutez ça à partir des papiers que vous avez imprimés, les routes, les types de routes, tout ce que vous pouvez collecter en fonction de vos projets. Donc, une fois de retour, vous savez exactement où se trouve l'hôpital, où se trouvent les routes, quel type de route vous avez, etc. Donc, à partir de ces papiers que vous avez remplis, vous contribuez sur la base de données OpenStreetMap. Il y en a on utilise également les applications ODK Collect ou Kobo Collect qui servent également à remplir les bases de données. Donc, ce sont des questionnaires qu'on établit, qu'on crée à partir des smartphones qui nous permettent d'avoir la localisation et les informations des points qu'on est en train de collecter. Donc, c'est juste des questionnaires en ligne que vous pouvez lancer en fonction de vos besoins, créer un questionnaire et puis aller collecter les données. Une fois de retour, vous allez exporter sur la base de données qui vous intéresse le plus, à savoir OpenStreetMap qui est ouverte à tout le monde. Donc, ce sont ces méthodes-là qu'on a eu à utiliser dans les luttes contre le COVID-19. Également, quelques projets pour nous, UseMapos, on a assisté avec la collaboration de OpenStreetMap Sénégal, Geomatica, qui est une entreprise cartographique ici, à Saint-Louis, et Hillside, et comment dirais-je, il y a Carte ONG, qui est une ONG basée à France aussi. Donc, ce sont des outils pratiques que chacun peut utiliser et collecter ces données. Il y a aussi Mapillary qui permet d'aller sur le terrain. C'est une application ouverte qui permet d'aller sur le terrain. Une fois sur le terrain, vous prenez des images. Et ces images, leur spécialité, c'est en fait, leur originalité, c'est que ces images sont géoréférencées. Donc, même si vous exportez les images à partir d'un outil, par exemple, sur GeoSM, vous pouvez savoir où est-ce que cette image a été prise. Donc, c'est ça aussi. Une fois que vous avez pris ces images, vous pouvez les exporter sur la base de données sur la base de données Mapillary, qui, eux, ont une plateforme où chacun peut ajouter des images géoréférencées. Par exemple, si vous allez dans leur site web et il y a l'application qui est là-bas, vous zoomez sur une zone, là où il y a des images, ce sera en vert. Et puis, si vous cliquez, vous verrez les contributions de celui qui est passé par là et qui a pris des images ensuite exportées. Donc, ça vous permet en quelque sorte d'avoir un visuel sur l'élément que vous êtes, sur l'élément que vous avez pris. Par exemple, vous pouvez prendre, vous pouvez juste prendre beaucoup d'images des séquences. Une fois rentré, vous ajoutez ces images. Je rappelle que ces images aussi peuvent être utilisées dans l'édition OpenStreetMap. Donc, quand vous aurez à tracer des bâtiments, vous pouvez utiliser les imageries de rue pour ajouter ces informations-là. Donc, c'est un peu comme les images satellites, mais en format 3D, quoi. Donc, vous les prenez à partir de votre smartphone et puis vous les exportez. Nous avons OpenStreetMap qui est une base de données ouverte à tout le monde où chacun peut contribuer, mais aussi collecter des données à partir de cette base-là. Donc, c'est une base qui est ouverte. Et je rappelle que cette base-là peut être utilisée par des applications de façon hors ligne, où vous pouvez télécharger une carte et même si vous n'avez pas de connexion, vous pouvez tracer à partir de cette carte-là des itinéraires,
pour vous rendre dans un lieu, rechercher un lieu, savoir où vous allez exactement et le temps à peu près qu'il vous faut pour vous y rendre. Donc, c'est un espace de partage d'informations géographiques. Donc, il y en a même qui l'appellent Wikipédia des cartes. Donc, je vous incite vraiment à revoir un peu les méthodologies. Il y a aussi GeoSM, qui est Java OpenStreetMap. Donc, c'est la version logicielle d'OpenStreetMap qu'on utilise, qui est également un outil qu'on utilise pour cartographier. Donc, c'est presque la même chose avec OSM, juste que là, nous utilisons le logiciel, etc. Donc, tout ça, ce sont des outils. Et maintenant, l'avantage de ces outils, il y a beaucoup qui ne savent pas comment utiliser ces outils, certes, mais aussi ils ne savent, bon, on n'essaie même pas de faire la corrélation ou bien la liaison entre ces outils et ses intérêts personnels. Par exemple, un étudiant qui a un master qui doit faire ses recherches, bah, pourquoi ne pas utiliser le field papers une fois sur le terrain? Il va prendre ses données, les informations dont il a besoin. Une fois de retour, bon, même s'il ne va pas exporter ça sous OSM, qu'il utilise ça en fonction, dans le cadre de son mémoire, ce serait utile pour lui de maîtriser ces genres d'outils-là. Pareil pour ODK Collect, il y en a qui le font, bon, pas tous. Maintenant, notre rôle serait peut-être d'essayer de sensibiliser les autres à l'utiliser parce que ce sont des outils dont nous n'avons pas besoin de payer pour les apprendre. Il y a des tonnes de vidéos sur YouTube qui permettent qui vous enseignent ces outils-là. Donc, alors, pourquoi ne pas, ne pas profiter de ces avantages-là? Il y a aussi OSM qu'on peut utiliser comme fond de carte avant de se rendre dans ces zones d'études. Vous savez exactement où vous allez, ce dont vous avez besoin, ce qui manque. Donc, ce sont des outils qu'on peut utiliser en fonction des intérêts. Il n'y a pas que les organismes humanitaires qui en ont besoin, mais nous aussi, on en a besoin. Donc, n'hésitez pas à prendre même pour votre propre intérêt personnel. Voilà un peu, après avoir parlé d'outils et méthodes, voilà un peu l'activité que les Youth Mappers ont eu à mener un peu partout dans le monde. Donc, comme vous le voyez à gauche, ce que nous avons, c'est les éditions par mois, oui, par mois, depuis janvier 2015 jusqu'à août 2020. Donc, ce sont les éditions par mois qui ont été ajoutées dans la base de données OpenStreetMap par les Youth Mappers seulement. Donc, au total, nous avons 9 655 000 bâtiments, 154 000 kilomètres de routes ou de pavés et des points qui sont au nombre de 50 950 points ou entités qui ont été nommées. Donc, c'est une grande contribution de la part des USMAPOS. Comme vous le savez, nous sommes assez nombreux, plus de 5 000 étudiants dans 50 pays. Bon, c'est du lourd. Maintenant, à droite, nous avons une carte un peu qui résume les contributions dans les pays en fonction des équipes qui sont là-bas. Comme vous le voyez, aux États-Unis, il y en a. En Amérique du Sud aussi, un peu vers l'Ouest, il y en a. En Afrique de l'Ouest et un peu vers l'Afrique centrale, nous avons une bonne contribution vers Tanzanie. Il y en a un peu vers l'Afrique du Sud. Et nous avons ici également l'Asie. Donc ça montre un peu l'impact des Youth Mappers, la contribution des Youth Mappers dans OpenStreetMap. Donc ces données sont collectées à partir des signatures qu'ont fait les contributeurs. Une fois ajouté des modifications sur OpenStreetMap, lorsque vous aurez enregistré, vous ajoutez l'hashtag UseMappers et ça permet de recueillir un peu les traces de tout ce qu'ont fait les UseMappers. Là, nous avons les partenaires qui appuient un peu UseMappers en fonction aussi de leur spécialisation. USAID, il a eu à l'évoquer tout au début. Donc, ils font partie des cofondateurs de UseMappers et aussi ils fournissent un peu l'appui technique et un peu l'appui, tout ce qui est technologie, et aussi des enseignements ou des enseignements ou bien des formations en ligne, ils le font. Donc, ensuite, nous avons l'équipe humanitaire d'OpenStreetMap qui est le HOT, qui sont associés à UseMappers. Maintenant, leur rôle, eux aussi, c'est de
faire des demandes à UseMappers et leur expliquer que, voilà, nous avons besoin de ceci, de cela, ou bien des projets, ou bien nous avons une zone dont, qui n'est pas beaucoup cartographiée, qu'on a besoin de cartographes. Maintenant, avec l'appui des étudiants, on s'y met tous et puis on ajoute le maximum de données possibles en fonction de la disponibilité. Nous avons Mapillary qui est aussi partenaire à travers les imageries qu'on prenne par smartphone. Maxar Imagerie Satellite, c'est une entreprise qui aussi fournit des images, qui fournissent des images satellitaires à UseMappers en fonction des projets des étudiants qui ont soumis une demande et puis on met à leur disposition des images qui vont les permettre aussi de partager, de faire leurs travaux convenablement. Nous avons aussi Hexagon Géospatial, qui est une entreprise spécialisée dans le domaine des outils géospatials. Eux aussi, ils contribuent, ils offrent des formations, des outils, des logiciels qui permettent un peu aux UseMappers de faire plus de résultats, donc de mener à bien leurs activités. Missing Maps aussi, c'est un peu les Croix-Rouges ou bien la communauté de croissants qui eux aussi sont des partenaires de UseMappers. Donc, en fonction de leurs besoins aussi, eux, ils peuvent faire des demandes ou bien même les UseMappers peuvent intégrer les Croix-Rouges pour apporter leur soutien et travailler ensemble. Donc, c'est juste une liste qui n'est pas finie. Il y a d'autres partenaires dont nous n'avons pas évoqué, mais ils sont assez nombreux quand même. Après ça, nous avons la bibliothèque de ressources. Donc, c'est un répertoire où vous pouvez trouver tout ce qui concerne UseMappers, que ça soit des ressources pour les chapitres, comment mener, comment organiser, comment ouvrir les chapitres, comment créer les chapitres et puis comment des conseils pour une bonne organisation des chapitres, comment organiser des mapatons, etc. Il y a aussi les répertoires des chapitres. Donc, si vous y rentrez, vous allez voir tous les chapitres, les pays, les universités, le mentor, les mails, les étudiants ou bien le président, ça dépend. Il y a un répertoire, tout un répertoire qui permet aussi de savoir où sont basés ces chapitres-là. L'avantage de ça, c'est que, par exemple, avant de vous déplacer ou aller quelque part, vous pouvez savoir que là, il y a des UseMappers. Si toi, tu es UseMappers dans ton équipe locale et que tu as une activité, par exemple, à Ghana ou bien à Côte d'Ivoire, ben, tu peux voir l'université qui est plus proche. S'ils sont UseMappers, tu peux faire un tour là-bas, voir les activités. Donc, c'est un peu ça aussi l'avantage du réseau. Nous avons aussi la bibliographie qui permet un peu le partage des publications, le partage des articles, des études scientifiques. Par exemple, si vous menez vos études et que vous voyez que vous voulez que ça soit lu, vous pouvez partager au sein du réseau et les autres vont en profiter aussi pour lire et peut-être apporter leur contribution et au moins ça leur sera bénéfique parce qu'ils vont apprendre. Donc, dans la bibliothèque des ressources également, vous allez trouver la liste des partenaires, etc. Donc, c'est le lien qui est là que nous allons également partager après la présentation. Une chose à éclairer, les ressources sont actuellement en anglais, bangla, portugais, espagnol. Bon, un point que j'aimerais soulever et insister, à votre avis, est-ce que vous pensez que l'anglais devrait être un obstacle pour les UseMappers francophones ou bien pour les pays francophones de façon générale? Parce que tout ce qui fonctionne sur UseMappers actuellement, c'est fait en anglais maintenant. Il y en a qui, juste même après avoir lu UseMappers, bon, ils sont découragés parce qu'il n'y a pas de français, quoi. Mais est-ce que cela devrait être un obstacle? Moi, je dirais non parce que lui qui est là en train de présenter, bah, lui, il est francophone, hein, il est de Côte d'Ivoire. Donc, il s'est débrouillé un peu pour avoir sa place, gagner une bourse de recherche, être formé par des Anglais. Pourquoi? Après tout aussi, l'anglais est la langue internationale la plus parlée aujourd'hui, je pense. Voilà, donc est-ce que ça devrait être un obstacle pour nous? Non, du tout. On doit faire des efforts. Même si ce n'est pas pour UseMappers, on a besoin de l'anglais parce que, bon, c'est eux qui sont là, quoi, en fait. Voilà.
En plus de cela, bon, il y a un lien qui est en cours de création. La bibliothèque a été traduite en français, donc vous allez bientôt revoir des documents qui sont là-bas, qui sont en français. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont la phobie de l'anglais. Mais quand même, il faut s'y mettre parce que tôt ou tard, vous n'allez pas le regretter. Comme on dit, chaque langue parlée, faites de vous une nouvelle personne. Donc, si vous parlez français et anglais, vous êtes deux personnes, vous n'allez jamais le regretter. Voilà. Je pense que Guy, je te laisse faire un petit tour sur tes expériences. Est-ce que tu es là? Tu m'entends? Oui, merci beaucoup Ibrahima. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces précisions et j'espère que tout le monde aura compris et tout le monde aura bien assisté en fait. Et nous, à notre niveau, je pense que pour revenir sur un point important que tu as annoncé tout à l'heure, c'est la disponibilité prochaine en fait de toutes les ressources en français. Je pense qu'on a travaillé de mois durant, Ibrahim, Dara et aussi moi pour la revue de ces différents documents et je pense que on a maintenant la possibilité d'avoir certaines informations de base en français. Après, peut-être pour certains articles, on va aussi s'y mettre et aussi travailler à fond pour qu'on puisse avoir des disponibilités de ces ressources-là en langue française. Comme ça, le maximum de personnes possibles pourront y participer. Et donc, pour la petite expérience, je dirais pour la fin de cette présentation. La petite expérience, c'est que nous, étant Youth Mappers, notre activité, en gros, elle a débuté en 2017. Donc, en 2017, je venais de terminer le master et pour mon master particulièrement, en fait, j'avais intégré la communauté OpenStreetMap de Côte d'Ivoire parce que pour mon master, j'avais besoin de donner des recherches. Et comme je n'avais aucune information disponible, en fait, sur ma zone d'études, et même le peu d'informations que j'avais était payant. Et donc, j'en ai parlé à des amis qui m'ont conseillé d'utiliser OpenStreetMap. Et ainsi, avec la communauté locale, on a travaillé à éditer les données de bâti, de voirie. Et donc, avec ces données-là, j'ai pu soutenir mon master. Et donc, moi, après, en retour, je me suis dit qu'il fallait que je donne. Et donc, je me suis tout de suite introduit dans le groupe où j'ai participé à beaucoup d'activités OpenStreetMap, de formation. Mais je sentais quand même que ce que je devais rechercher était encore plus loin. Et donc, dans les discussions, dans les échanges, je rencontre les Youth Mappers par hasard, je vois des infos qui passent et je vois, ah tiens, ils utilisent OpenStreetMap, mais maintenant c'est encore plus spécifique, ça concerne des universités, ça concerne des étudiants et donc on va parler de thématiques qui nous intéressent. Disons, nous qui nous intéressent particulièrement, ce ne sera pas des choses un peu plus génériques qu'on peut avoir en fait partout disons, dans tous les chapitres OpenStreetMap ou toutes les associations OpenStreetMap, mais cette fois-ci, il s'agit d'étudiants, il s'agit de recherche scientifique, il s'agit de données libres. Donc, tout de suite, ça m'a accroché. Et donc, j'ai décidé d'initier avec un groupe d'amis un chapitre Youth Mappers. On s'est associé à très peu avec les étudiants de mon université. Il y a certains qui sont même connectés. Et donc, on a rempli le formulaire. On a tout de suite vu le sous-directeur de l'école qui n'a pas refusé, qui était tout de suite disponible, qui s'est renseigné, qui a dit oui, c'est une bonne idée, allez-y, on est avec vous. Et donc, on a quelques mois plus tard reçu l'approbation pour être chapitre. Et on doit avouer que la première année, en fait, c'était compliqué. 2018, c'était pas vraiment l'année je dirais, des activités. Parce que si ça peut peut-être rassurer certains d'entre vous qui comptent créer un chapitre ou qui ont déjà intégré un chapitre et qui voient que les activités, c'est compliqué, ça démarre difficilement, je dirais que tous les débuts sont difficiles. Et particulièrement, en fait, les débuts de ce genre d'activité parce que l'idée part toujours des noyaux. Et donc, c'est à ce noyau-là de faire l'effort de pouvoir
communiquer aux autres étudiants de l'université leur enthousiasme et leur joie en fait d'être là et de pouvoir les impliquer le plus possible dans les activités. Et donc, vous serez dans des universités où peut-être quand vous organisez des activités, vous n'avez pas beaucoup d'étudiants, mais c'est pas grave, il faut continuer, il faut travailler parce que au fur et à mesure, on a des résultats. Et donc, vous voyez là l'image du haut à droite, vous voyez bien le nombre de personnes qu'il y a là. Je vous dis qu'au début, quand on organisait les activités, on n'avait même pas la moitié de ces personnes-là. Donc, je vous dis que c'était vraiment très, très dur, mais on s'est accroché, on a continué de travailler et il y a eu le projet OpenDCH en Côte d'Ivoire. C'était un projet sur la mise en place d'une plateforme de santé qui était cofinancé par l'USAID justement. Et donc, on a été contacté comme par hasard par Chad qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit ça vous intéresserait de participer à un tel projet. Et nous, on a tout de suite dit oui, 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 ça nous intéresse. Et avec quelques membres de l'organisation Development Gateway qui étaient responsables du projet. En fait, on a travaillé, on a collaboré à la mise en place de ce projet par la collecte des données, mais aussi par notre implication dans le traitement et l'analyse aussi de ces données-là. Et donc, ça a été pour nous une belle expérience parce que pour la première fois, on voyait nos activités qu'on faisait, je dirais, avec des résultats virtuels, en fait, porter de vrais fruits. C'est que là, on était prêts, on avait un groupe de cartographes formés aux outils OpenStreetMap qui étaient prêts à aller sur le terrain et qui, quand ils revenaient du terrain, on voyait leur joie, en fait, quand ils faisaient sortir ces données et chaque jour, quand on faisait les statistiques des bâtis édités ou des points d'intérêt collectés, on voyait bien que ça évoluait, le projet avançait bien. Il y a certains, pour la première fois, sont partis en mission, très loin de leur maison, de leur famille, qui sont allés à l'ouest du pays, qui sont allés au sud, qui sont allés au centre. Et donc, ces étudiants-là se sont sentis vraiment impliqués et responsables de quelque chose de beaucoup plus grand pour eux. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Et donc, moi, étant président de l'association, j'ai pas du tout voulu que ça s'arrête, fallait que ça continue. Et donc, on a initié notre première édition de Jazz Day en 2018. Donc, cette première édition-là, c'était vraiment un gros carton parce qu'on a eu beaucoup d'étudiants. Et pour la petite anecdote, on avait invité quelques chercheurs et de l'université qui étaient là. Et lorsque on a fini les différentes présentations et les différents panels, les étudiants ne voulaient plus rentrer chez eux. Ils étaient là, il était 17h et on leur demandait maintenant de rentrer parce qu'il fallait qu'on arrête, il fallait qu'on ferme l'école, surtout que c'était un samedi et tout. Mais ils étaient là, ils étaient enthousiastes, ils voulaient en savoir plus. Et ça nous a vraiment plu d'avoir une telle activité. Et au final, en fait, cette activité a été parmi la liste je pense, des 10 meilleures activités de Jazz Day réussies lorsque Ezri a fait son classement mondial. Donc, c'était vraiment quelque chose de très grand pour nous et c'était une belle reconnaissance, en fait, des activités qu'on menait depuis quelques temps. Et après la consécration, je dirais aussi le fait d'avoir, moi, pu participer au Leadership Follow de 2019. Donc, vous pouvez imaginer l'enthousiasme, le fait de savoir qu'on allait rencontrer plusieurs nationalités, en plus jusqu'en Afrique du Sud. C'était un pays que moi, je n'avais jamais vu. Donc, ça a été une grosse opportunité d'y aller, de connaître l'université de Pretoria avec les enseignants qui nous ont bien accueillis et toute la famille UFMAPES. Et cette première fois aussi de rencontrer Patricia Celis, docteur Patricia Celis, parce que quand on vient en tant que UFMAPES, disons que c'est la figure maternelle qu'on a. Donc, le fait de se dire, quel jour en fait on peut rencontrer telle personne et le fait de la rencontrer elle et aussi avec Chad, on a passé d'agréables moments avec Brent et aussi Richard, vraiment tous les enseignants, tous les chercheurs qui étaient là-bas. Ça a été vraiment une très, très belle expérience et surtout cette amitié qu'on a pu former avec ce réseau-là. Et il y a des groupes d'amis en fait qui sont restés vraiment d'amitié, qui sont restés très solides. Et moi, étant en Côte d'Ivoire, j'ai toujours cette belle amitié avec tous ces étudiants qui sont soit au Ghana, surtout ceux du Ghana que j'ai revus au State of the Map l'année dernière, aussi ceux d'autres pays non, comme le Costa Rica, comme le Bangladesh, comme la Colombie, voilà, des amis qui sont restés
en plus de cette connaissance qu'on a partagée, on a gardé cela en commun. Et voici des expériences, en fait, qui nous amènent à rester très, très confiants que, voilà, il y a des réseaux qui se tissent. Et un avantage, c'est ça, d'être Youth Mappers, parce que le réseau, il est tissé, il est là, il est présent. Qui sait, d'ici 3, 4 ans, on sera tous des chercheurs dans des universités. C'est forcément les collaborations qui vont continuer avec ces amis-là avec qui on a été formés. Et donc, ces collaborations avec différentes universités va s'accentuer forcément. Donc, le fait d'être dans un tel réseau, c'est vraiment un très, très gros avantage. Aussi, derrière le fait de participer à une telle activité, c'était que de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et malgré les difficultés que j'ai citées au début, le manque de personnes et parfois le peu d'implication des filles, par exemple, qui était un débat important pour nous, mais aussi le fait de rendre ce chapitre durable. Parce que l'idée derrière, c'était que le chapitre, il doit vivre même après notre départ. Parce que nous, on est censé aller de l'avant, on va aller travailler ailleurs, comme c'est le cas maintenant où moi, à cause de ma thèse, je vais pour des formations dans d'autres pays. Et donc, l'activité sur place, comment ça se passe? Est-ce qu'on a des personnes de confiance à qui, en fait, on laisse le chapitre, à qui on a confiance et on sait qu'ils vont organiser des activités, le chapitre va pouvoir vivre. Ça, c'est quelque chose qui doit nous rester en tête dès le début, dès la création. C'est pas chose facile, je le reconnais, de par mon expérience, mais il faut toujours trouver la stratégie d'impliquer les étudiants tout de suite, de les envoyer, de leur donner la possibilité de faire des choses eux-mêmes, ne pas toujours attendre en fait qu'on leur donne tout le temps, mais leur demander aujourd'hui, est-ce que toi, tu pourrais animer la réunion? Est-ce que toi, tu pourrais pas faire la formation? Est-ce que toi, tu pourrais pas, avec ta connaissance en GeoDK, pouvoir faire une collecte avec ODK Collect? Est-ce que ça t'intéresserait de conduire un mappathon tel week-end? Donc, c'est cette façon-là, en fait, qu'on a d'impliquer les gens au début. Et dès ce moment-là, ils se disent, ah oui, je suis membre, en fait, je me sens membre. Je ne suis pas juste quelqu'un qui vient bénéficier, non, mais j'ai aussi ma voix qui compte. On prend en considération mes activités, on m'implique le plus possible en fait dans les activités. Et c'est de cette façon qu'on arrive à rendre notre chapitre durable, même après le départ de ces premières générations. Parce que nous, dans mon cas concret, tout à l'heure, Ibrahima va parler de l'université Gaston-Berger. Peut-être que le cas est différent, mais concrètement, nous, à l'université Félix Houphouët-Boigny, surtout au CURAT, en quelque sorte, les générations sont là pour 2 ans ou 3 ans, ou non, 2 ans ou 5 ans, disons. Donc, 2 ans ou 5 ans. 2 ans pour ceux qui font le master et après, ils disparaissent, je ne les vois plus. Ou ceux qui restent un peu plus, 5 ans, un peu comme moi, qui continuent, en fait, qui vont faire des doctorats et qui aussi, à cause des charges du doctorat, n'ont pas toujours le temps d'être là constamment. Et donc, c'est des générations qu'il faut faire l'effort de renouveler à chaque fois et de s'assurer que la passation du flambeau se fait de façon automatique lorsqu'il y a de nouvelles générations chaque année. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on se bat chaque jour pour qu'on puisse y arriver. Mais aussi, nos différentes activités en tant que Youth Mappers peuvent amener nos responsables à voir nos activités de cartographie autrement. Ce n'est pas juste des gens qui n'ont rien à faire le week-end, qui se promènent pour collecter de la donnée, mais des personnes qui, avec les données collectées, arrivent à créer quelque chose et surtout dans le domaine scientifique. Et donc, moi, c'était mon cas de pouvoir, en fait, avec les résultats de cette collecte de données, avec un outil qui était nouveau pour eux, qui trouvaient parfois banal pour certains, mais arriver à ces résultats-là de façon scientifiquement correcte, se sont dit, tiens, il y a matière à faire quelque chose. Donc, de cette expérience, moi, je le dis tout le temps, c'est la preuve, en fait, qu'on peut leur donner que ce qu'on fait, c'est pas juste qu'on s'en fout, on a beaucoup de temps à perdre, que le samedi, on se réunit pour faire un mappathon. Non. Il faudrait que le mappathon qu'on se réunit et qu'on fait ce week-end-là puisse servir à 2, 3 étudiants dans leur projet de master ou de licence ou parfois même de doctorat et qui, eux, pourront utiliser ces données et dire dans le master, écrit quelque part dans ce master-là que les données fournies viennent de OpenStreetMap, ils ont été collectées par les étudiants du chapitre Youth Mapper de telle université à telle date et voici comment est-ce que ces données ont été vérifiées et sont utilisées et donnent tel résultat.
Donc, voici des choses personnellement que je pense que chaque étudiant, chaque membre d'un chapitre pourrait faire et donc s'impliquer au maximum, mais aussi pouvoir utiliser ces choses-là et les envoyer directement dans leur domaine de travail et de pouvoir les exposer à leurs différents chefs. Donc, on est là dans une période maintenant de COVID-19. Cette année scolaire a été compliquée, les étudiants étaient à distance, mais on a continué à travailler, à collaborer et spécifiquement pour le Youth Mappers Curat, c'était une année quand même excellente parce qu'on a participé au projet Open Cities d'Abidjan, qui n'est pas encore terminé justement. Donc, on a des membres de ce projet et du chapitre en fait qui travaillent dans ce projet, qui ont collecté de la donnée, qui ont cartographié la ville d'Abidjan à distance et qui iront sur le terrain lorsque la situation COVID sera un peu plus apaisée. Donc, c'est les étudiants qui, à travers ces activités aussi, arrivent à joindre quelque part les deux bouts parce que voilà, c'est différents projets en participant, ils reçoivent un peu quelque chose. Donc, c'est vraiment des choses concrètes qu'on arrive à faire avec les données que nous collectons. Et donc, le chapitre Youth Mappers, Curat, là, on est dans une phase disons, de passation à une nouvelle génération. Donc, moi, concrètement, en réalité, je ne suis plus le président parce qu'il y a un nouveau président depuis quelques temps. Et donc, c'est vrai que je suis là à chaque fois, je les accompagne et tout, mais on est en train de voir et de passer la charge, en fait, petit à petit à ces différentes générations et à ces nouvelles générations qui viennent au fur et à mesure. Et je pense qu'avec eux, on pourra faire de belles choses, quoi. Donc, voici un peu l'expérience que moi, je peux partager avec vous, ces petites astuces-là pour pouvoir rendre votre chapitre durable, pour pouvoir rendre votre chapitre dynamique. Donc, merci beaucoup, Ibrahima. Je te passe la parole. Ibrahima, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. J'avais perdu la connexion, mais c'est bon maintenant. Ouais. Ok, tu as la parole. Bon, c'est vraiment difficile de s'arrêter quand on parle de passion là et quand on est passionné par une chose là. Parfois, on perd les pédales. Mais bon, on va essayer quand même de bien rouler pour ne pas tomber. Ok. Voilà. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, on a eu, comme tu l'as dit, une expérience très différente parce que nous avons eu l'occasion d'accueillir les polymapeuses de Milan. Il y a Michael, actuellement l'ancien président, et qui a été aussi fellowship, boursier à l'année 2018 ou 2018, je pense, ou 2019, je me rappelle plus. Voilà, donc nous avons eu l'occasion de les accueillir. Dans un premier temps, ils sont venus au Sénégal pour faire organiser des mapatons, prendre contact avec nous. On a eu à organiser des mapatons, donc c'est ce qu'on voit un peu à gauche, les deux images qui sont envoyées en bas. Donc, c'était super excitant. On a eu des vidéos en ligne où on discutait, on voyait aussi les autres qui étaient à Milan, comment ils s'organisaient, comment ils faisaient les mapatons, comment on échangeait. Donc, il y a leur mentor aussi qui a fait une bonne introduction et qui nous a donné pas mal de conseils. Donc, c'est un peu ça aussi l'avantage d'être Youth Mapper, c'est vraiment de bénéficier de tout ça, de tout ce qui vient de l'étranger et qu'on n'a peut-être pas la chance d'avoir directement, mais qu'on peut avoir. Donc, leur projet portait un peu sur le TIFA, qui consistait à prendre des images à partir du drone qui est là. Donc, ils prenaient des images avec des fenêtres spectrales différentes qu'ils traitaient pour avoir le signature du TIFA. Le TIFA est un arbre aussi qui est un vecteur de l'escargot qui cause la maladie de la bilharziose, je pense, voilà, bilharziose, et qui était à un moment donné très répandu vers le delta du fleuve Sénégal, donc vers le nord du Saint-Louis. Donc leur zone d'étude était dans notre territoire. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était de les accueillir et avoir de bonnes compagnies, être de meilleurs amis, quoi. Et je le passe un salut. Actuellement, il est là avec nous. Donc, salut Michael, merci pour ta présence. À droite aussi, il y a moi, lui et Fabio.
qui étaient sur le terrain avec leur mentor qui s'appelle Lamine, voilà. Et ils ont fait un tour dans notre université, on s'est vu, on a passé quelques moments ensemble à piloter des drones, à regarder un peu, à faire le tour du campus social. Donc, c'était super excitant, en fait. Donc, voilà, tout ça, ce sont des expériences qui peuvent différer en fonction des domaines ou bien des situations. Vous pouvez vous-même vous rendre dans un campus un jour, dans un projet, pourquoi que ce soit, vous rencontrez là-bas de Youth Mapos et je suis sûr que vous ne serez pas déçus parce que vous allez apprendre pas mal de choses. Donc, c'est une opportunité vraiment agréable et des moments que vous pouvez passer et qu'une fois que le lien est tissé, vraiment, vous n'allez pas le regretter parce que vous gardez le contact, vous échangez tout le temps sur tout ce que vous changez. Donc, individuellement, même si vous n'êtes plus Youth Mapos, individuellement, vous avez rencontré une personne, vous avez passé du temps, presque 1 ou 2 semaines avec lui. Donc, c'est normal que cette personne fasse partie de votre vie, quoi. Donc, il devient un nouveau ami, un nouveau frère ou sœur, que vous allez garder le contact et échanger pour plus tard. Voilà, donc c'est l'expérience que je voulais partager avec vous. Maintenant, pour conclure, on a eu à l'expliquer, on a vu plusieurs points qu'il s'agissait un peu d'introduire Youth Mapos, de parler des opportunités, de parler des outils et méthodes qui sont utilisés pour la collecte des données et aussi de parler des partenaires. Et enfin, nous avons eu les expériences qui sont partagées. Donc, c'était ça, d'une part. Et juste me pose, comme vous le savez, c'est pas seulement aussi l'option objectif, c'est pas seulement de combler les gaps d'information géographique. Comme vous le savez aujourd'hui, à notre époque où les jeunes sont très dispersés et bon, c'est toujours un problème d'aider les jeunes parce que ils aiment tellement les divertissements qu'à notre jour, on voit de n'importe quoi et ça partout dans le monde. Donc, Usmapos est en partie là pour essayer les jeunes aussi à les réveiller, à faire d'eux des leaderships pour qu'ils soient utiles à leur communauté, à leur pays ou à leur région, où qu'ils soient utiles à ça. Donc, pas seulement de combler les données, mais aussi de combler un peu les cerveaux et mettre du bien dans la tête. Voilà. Donc, en résumé, Usmapos fonctionne comme un lien entre l'offre et la demande. La demande qui est une jeunesse qui est là, qui a besoin d'être formée. Donc, on offre ces jeunes de l'expérience pour qu'ils puissent être indépendants dans leur vie, de pouvoir se développer où qu'ils soient. La demande consiste en elle, les demandes de données par les acteurs humanitaires, que Youth Mapos sera là à assister, à offrir le maximum de données possibles par la contribution de tous les étudiants. Donc, Youth Mapos permet aux étudiants de définir leur monde à travers la cartographie. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager. Et enfin, nous avons le site web de Youth Mapos, qui est youthmapos.org, et le contact en cas de questions ou d'éclaircissement ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours écrire un mail. N'oubliez pas aussi de vous abonner dans les réseaux sociaux qui sont là, Facebook, Twitter, Instagram ou même YouTube, il y a une chaîne et la vidéo de la présentation sera présentée. Donc, pour ceux qui ont eu à louper des choses, vous avez toujours le temps, mais aussi n'oubliez pas de partager au sein de vos réseaux. Nous serons là, nous allons continuer quelques minutes pour répondre à quelques questions, peut-être qui seront posées. Et oui, voilà, je pense que Guy, si je ne me trompe pas. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on est encore là pour quelques minutes pour recevoir des questions, qu'elles soient spécifiquement dirigées pour Ibrahima ou pour moi. Mais voilà, on reste disponible pour vos questions. Et n'hésitez pas, dans le chat, il y a Dara qui a partagé en fait différents sites pour l'info et aussi pour le site des Youth Mappers. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces sites-là et aller les voir. Merci beaucoup. Il y a Lamine Diaye qui demande la parole. Donc,
Oui, Voilà. vas-y, Lamine. Lamine, tu as la parole. Donc, bonjour tout le monde. Et merci à Guy et Ibrahim pour la présentation. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de voir en fait, cette belle présentation et voir cette expérience partagée avec le reste de la communauté Yousmapos. Personnellement, voilà, je suis membre fondateur de la communauté Open Map Sénégal et on a eu à faire pas mal d'activités avec Yousmapos UGB. Et Guy Bakome est un ami et un sexy OSM boy. Donc voilà, c'est un ami de longue date. Et vraiment, ça fait plaisir de vous voir évoluer respectivement dans vos universités et de créer cette dynamique de la cartographie collaborative au construction. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que n'hésitez pas tout le temps à créer des liens avec la communauté OSM locale, parce que aussi ça va permettre un peu par rapport à vos projets d'aller plus vite et de pouvoir rapidement combler en fait ce gap par rapport à la donnée. Parce que aussi travailler en synergie nous permettra un peu de développer le projet au consumer, parce que il y a pas mal de défis qui nous attendent et je pense qu'en créant ces synergies autour de la cartographie collaborative, on aura facilement plus de points et plus d'arguments pour intégrer en fait la cartographie collaborative au sein des curricula. Parce que l'aspect scientifique même de la cartographie collaborative se pose présentement et il est bon que des études de cas concrètes puissent être faites par des étudiants en master ou en doctorat utilisant de la donnée OSM qui donne de la valeur à ce que la communauté est en train de faire. Vraiment, je tenais à vous remercier et à vous encourager. Juste une chose, c'est que aussi nous, on est en train de préparer notre plan d'action quinquennal et on aimerait bien, en plus de l'UGP, avoir d'autres chapitres du SMAPOS, que ce soit à Dakar, à Ziguinchor, à Thiès ou à Bombay. Donc, dans chaque université nationale, avoir un chapitre du SMAPOS. Et j'aimerais savoir, en fait, quels sont les documents à fournir. Donc, voilà. Si en inbox, après, vous pouvez m'envoyer ça, ce serait vraiment génial. Merci à vous. Merci beaucoup, Lamine. Merci beaucoup. Merci, Lamine. Merci. Excuse-moi, je vais ajouter quelque chose. Lamine, merci pour les formations à travers OSM Sénégal aussi. On a à apprendre pas mal de choses. Vous êtes nos supérieurs. Bien sûr, pour les formations des chapitres, ne t'en fais pas. Moi aussi, j'ai un projet, un rapport. Donc, nous allons sûrement coordonner pour élargir ça, Inch'Allah. Merci encore. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un plaisir de voir que vous envisagez de créer autant de chapitres là-bas au Sénégal. Et nous aussi, en Côte d'Ivoire, on a un peu commencé avec l'année dernière un chapitre qu'on a créé dans la ville de Boaké, que Lamine connaît très bien. Et donc, on attend de s'étendre dans deux autres villes universitaires. Et donc, Lamine, pour revenir un peu sur le point des éléments rapidement, peut-être que ce sera la question aussi principale, c'est que les documents à fournir, comme on l'a dit, c'est d'établir ce groupe d'étudiants-là avec lequel on va lancer le chapitre, d'avoir le mentor, d'avoir après ce document des statuts et règlements, mais aussi le document en fait d'affiliation à l'université ou à l'école technique ou l'école professionnelle de votre, disons, de votre choix ou de votre ville, et ensuite envoyer tout ça avec le formulaire et bien rempli à l'adresse en fait qui a été indiquée. Et donc, le comité de direction va statuer ensuite pour savoir si votre dossier il est recevable ou pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de très facile. Ça ne coûte rien du tout. Et donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Ouais, il y a Monique qui demande la parole. Monique, tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Ok. Voilà. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Monique, bonsoir. Oui. Très belle réunion, c'est très belle initiative aussi. Et vraiment félicitations. Parce que en Afrique, les pays d'Afrique francophone, c'est vraiment très compliqué de mettre en place des réseaux communautaires et de volontariat. Ce n'est pas encore trop l'esprit. Donc, je pense que l'initiative que vous prenez est très louable et qu'il faut absolument la multiplier
parce que de l'expérience que nous, on a au Cameroun, voilà, on a commencé à implanter les chapters l'année dernière. Sauf que, voilà, nous au Cameroun, par exemple, il n'y a personne, aucune université ne connaît l'existence du Youth Mapper. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des personnes comme nous qui ne sont pas forcément des universitaires, qui ne sont pas forcément dans une université pour sensibiliser à ce réseau-là. Et c'est ce que j'ai commencé à faire particulièrement pour le Cameroun. Donc, voilà, partant de la communauté, l'association OpenStreetMap dont je fais partie, on a trouvé qu'il fallait sensibiliser aussi les universités. Donc, c'est comme ça qu'on rentre, donc on implante le Youth Mapper au Cameroun progressivement. Donc, il faut s'appuyer beaucoup sur les regional ambassadors. Il faut absolument des personnes qui relaient en fait l'activité du Youth Mapper. Parce que il y a beaucoup d'universités ou beaucoup de personnes qui ne sont même pas au courant de ces réseaux, des bien fondés, même simplement de OpenStreetMap. Donc, pour ces coins, pour ces pays-là, pour ces gens-là qui n'ont pas cette lumière-là, il faut absolument s'appuyer sur beaucoup de regional ambassadeurs, des personnes qui seront capables de mener la communication et la sensibilisation. Donc, il faut vraiment appuyer, peut-être mettre beaucoup plus que dans les pays anglophones où la diversité est déjà, la vulgarisation est déjà, l'information est acquise. Chez nous, il faudrait peut-être mettre beaucoup plus, élire beaucoup plus de personnes qui fassent ce travail-là. Donc, c'est aussi beaucoup s'appuyer sur les communautés OpenStreetMap pour faire en sorte qu'on sorte, on arrive à divulguer l'information de façon vraiment exponentielle. Donc, c'est ce que je voulais partager. Que ce n'est pas une tâche qui est aisée parce qu'on parle de volontariat et généralement, voilà, les gens aujourd'hui, encore plus avec toutes les crises qu'on vit, les gens, ils ont la problématique de pouvoir survivre tous les jours. Donc, le volontariat est quelque chose qui est souvent très difficile à mettre en place ou à mener les gens à faire du volontariat. Donc, le peu de personnes qui peut exister dans les communautés, il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait beaucoup de communication là-dessus. C'est ce que je voulais partager. Et aussi, nous, l'année dernière, on a suggéré l'admission d'un chapter qui était un chapter pas comme les autres. Parce que moi, j'avais commencé à travailler avec cette école-là, qui est une école quand même supérieure et qui n'est pas une université, mais qui est une école d'enseignement professionnel et technique, mais qui n'est pas universitaire. Donc, lorsqu'il y a une dynamique dans ce genre de structure, comment on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, le Youth Mappers qui était au départ réservé aux universités, est-ce que ça peut s'étendre aussi à tous ces instituts qui ne sont pas des instituts universitaires, mais où on peut observer une dynamique où les gens ont la volonté de travailler? Déjà, l'année dernière, on a réussi à faire enregistrer un. Est-ce que c'est des choses qu'on peut continuer à penser dans la philosophie du Youth Mappers? Est-ce que ça peut continuer à être pensé, d'étendre ça à toute école supérieure où il y a un minimum de dynamique, où les gens veulent vraiment faire les choses? Voilà, ça c'était pour ma question. Et partager aussi l'expérience du Cameroun qu'on a en tant que pays francophone, même si on a la chance au Cameroun d'avoir les deux langues de manière nationale, mais ça reste quand même qu'on est dans le grand bloc des pays francophones où c'est compliqué de mettre les choses en place. Donc, il nous faut beaucoup plus de ressources, il faut beaucoup de stratégies qu'on doit multiplier pour faire en sorte que le réseau vive vraiment en Afrique francophone. Donc, merci beaucoup en tout cas pour l'initiative. Merci beaucoup, Monique. Merci beaucoup. C'est un plaisir de savoir que tu es là. Je me rappelle bien de nos différentes conversations l'année dernière concernant la création de chapitres au Cameroun et je suis content de voir que ça évolue bien de votre côté et pour tout le travail que vous faites vraiment pour le Cameroun avec Willy Frank et tous les autres. Vraiment, félicitations déjà à vous. Et donc, pour répondre un peu à la petite question que tu as posée, l'idée derrière, c'est que pour ces genres de groupements-là, je pense que l'affiliation est la solution, en fait, qui est un peu proposée. Donc, si vous avez sur place des chapitres déjà existants et que
l'école en question disons que ne remplit pas ce critère pour la création d'un chapitre en son sein, c'est l'affiliation, puisque l'engouement est là, on ne peut pas laisser tomber l'engouement de ces personnes-là. Donc, faut les impliquer. Et donc, l'affiliation à cet autre chapitre-là peut être une bonne solution pour explorer ce côté-là. Et nous, on sera toujours là. Moi, en tout cas, je suis toujours disponible pour aider, pour appuyer et pour donner toutes les infos possibles, en fait, de ce côté-là. Et après aussi, une information là, que tu as bien soulevée, c'est la question, je dirais, de la présence des regional ambassadors. Donc, je pense que Marcela et Dara, you are here. We need more ambassador, youth mappers ambassador in French countries and in French region in Africa, even in the West or the Central Africa countries. So it's a good idea to have this kind of people to spread the idea of youth mappers. Donc concrètement, je pense que l'idée d'avoir beaucoup plus de contributeurs, mais aussi beaucoup plus d'ambassadeurs qui peuvent sillonner ces zones-là. Moi, par exemple, pour l'exemple, je suis depuis quelques semaines en Afrique centrale, donc RDC, aussi Kinshasa, aussi Brazzaville, et j'irai en Pointe-Noire la semaine prochaine. Donc, j'ai l'occasion de rencontrer des étudiants et des universités, et les gens me disent « Ah, mais oui, Youth Mappers, est-ce que c'est possible qu'on puisse mettre en place un chapitre? Comment est-ce que ça fonctionne ?» Donc, on voit qu'il y a de l'engouement. Les gens commencent à avoir vent de ce qui se passe et ils sont vraiment impliqués. Après, c'est de vraiment trouver des gens sur place ou des gens dans la région qui pourront mener des voyages pour faire des formations de quelques semaines, question de mettre en place des noyaux spécifiques sur lesquels après on pourra se baser en fait pour créer des réseaux plus denses dans chaque pays. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important auquel on pense constamment et voilà, on espère pouvoir se rendre disponible aussi. Et aussi, un troisième point, c'est par rapport à l'architecture telle qu'on l'a en fait dans les pays africains. Très souvent, les gens, ils viennent aux Youth Mappers, ils ont connaissance des Youth Mappers en intégrant une communauté OSM. Très souvent, c'est ce qu'on remarque dans nos différents pays. C'est que les gens viennent d'abord à OSM et après se disent « Ah tiens, il y a les Youth Mappers, ça peut être bien ». Et oui, on approfondit, on voit qu'on s'y retrouve. Par contre, dans d'autres pays où c'est vraiment poussé, c'est plutôt grâce aux Youth Mappers que les étudiants connaissent OpenStreetMap. Donc, c'est un peu la différence ici chez nous. Et je pense que c'est l'occasion, ça nous interpelle, nous qui sommes déjà membres de différents chapitres, de pouvoir mener des activités, de pouvoir contacter nos amis, nos connaissances qui sont dans d'autres universités pour leur dire « Hey, tiens, est-ce que ça vous intéresserait d'initier telle activité ou tel genre d'activité ?» Donc, de leur parler de ce que nous faisons et je pense qu'on aura beaucoup plus de portée en fait dans nos différents pays. Okay. Merci beaucoup. Guy, il y a quelqu'un qui demande, il y a un autre aussi qui lève la main, donc je donne la question, après on prend l'autre. Il demande comment sont financés les chapitres parce que le problème qui se pose souvent, c'est la question de connexion Internet. Est-ce que tu vois un peu? Concrètement, en fait, les différents chapitres ne reçoivent pas, disons, de subventions spécifiques. On peut le dire comme ça. C'est du volontariat d'abord. Et donc, on fonctionne comme des volontaires. Et donc, pour l'exemple du chapitre Youth Mappers Curat, je me rappelle quand on organisait notre première activité de Guys Day, par exemple, tout ce qu'on a fait, on a dit, OK, les participants qui viennent, est-ce que chacun pourrait envoyer 500 francs, 300 francs? On va prendre ça pour acheter des croissants, un peu de jus, un peu de bissap, un peu de jus de gingembre, tu vois, pour un peu faire l'activité et égayer les gens. Donc, c'est un peu de nos participations propres. Après, quand les chapitres sont mis en place, et comme nous aussi, avec la chance qu'on peut avoir de participer à des projets comme OpenDCH, il y a forcément des revenus. Donc, pour le cas du projet OpenDCH, pour tous les étudiants qui participaient, ils recevaient en fait des per diem en fonction des missions auxquelles ils participaient. Et donc, nous, notre stratégie pour pouvoir
engranger des fonds qui vont servir en fait pour les activités de l'association. C'était de dire, OK, pour telle somme que tu perçois, on établit ce quota fixe-là que tu dois retransmettre en fait à la caissière de l'association qui va la gérer et qui va, derrière, on va pouvoir l'utiliser pour faire des activités. Et donc, c'est un peu comme ça en fait qu'on essaie d'alimenter les caisses de l'activité. Et même moi, dans mon cas, lorsque je suis parti en Afrique du Sud et qu'on est revenu, il y a de l'argent qui restait. Ils nous ont dit, OK, il y a de l'argent qui reste. En fait, pour chaque personne, il y a de l'argent bien défini. Mais il y a de l'argent qui reste et donc cet argent-là, on te l'envoie. Et derrière, en fait, tu peux l'utiliser pour les activités de ton chapitre, pour pouvoir faire des choses. Et donc, nous, on a fait des t-shirts, on a aussi payé disons, de quoi à manger pour organiser une activité d'accueil de nouveaux étudiants, des réunions. Donc, c'est un peu comme ça que les chapitres s'autofinancent, je dirais ça. Et donc, il n'y a pas de financement qui vient automatiquement lorsqu'on est créé. Donc, c'est au départ. Mais après, avec la connaissance que vous avez, pourquoi pas, vous avez de la connaissance, vous savez faire des cartes. Il y a plein d'étudiants dans l'université qui, pour chaque fin d'année, pour leur master et tout, ont besoin d'édition des cartes. Donc, vous pouvez vous ériger en disant, ouais, les Youth Mappers proposent en fait de pouvoir vous faire des cartes à telle somme qui va servir en fait à l'activité du chapitre. C'est des exemples, mais je veux dire, c'est l'autofinancement principalement en fait. C'est par ça que tout commence. C'est pas... Et donc, c'est bon? Oui, merci. Merci. J'ai répondu à sa question. Et voilà. Oui, très bien même. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui répond. Qui pose une question à savoir quelle est la différence entre OSM et Youth Mappers. Je peux lui répondre vite fait. En fait, oui, vas-y. Il a mis OMS. Bon, j'espère que c'est pas l'organisation. Oui. Bon, je suppose que c'est OSM. Donc, la différence, il n'y a pas beaucoup de différence parce que Youth Mappers, c'est comme une communauté qui est dans OSM, mais qui crée un réseau entre les universités. Donc, nous travaillons tous dans la base de données OSM, mais nous avons créé un réseau où on réunit principalement les universités, les instituts, etc. Donc, il y a une autre communauté qui est là, qui est plus grande, qui est OpenStreetMap, où chacun peut contribuer, mais on peut dire que Youth Mappers, c'est principalement pour les étudiants, donc, et les professeurs et mentors, voilà. Donc, il y a Ernest aussi qui demande la parole. Donc, il y a, bon, oui. je vais d'abord donner à Lamine. Lamine, peut-être qui est membre OSM, lui, il va dire vite fait. Lamine, tu as la parole. Voilà, merci beaucoup, Ibrahim. C'est en fait par rapport à la différence entre Youth Mappers et OSM. Donc, comme tu l'as si bien dit, en fait, il y a la communauté OSM qui est une communauté beaucoup plus large, au sein de laquelle on a des professionnels de la géomatique, on a des étudiants en géomatique, en géographie, qui puissent se réunir, en fait. Le projet, initialement, c'était de permettre, en fait, aux étudiants qui sont au niveau de la communauté OSM de pouvoir se réunir, de travailler sur des questions qui sont purement scientifiques et de pouvoir faire des publications, de mener des travaux donc, de mémoire ou bien de thèse avec des outils OpenStreetMap, open source. C'est ça, en fait, à la base, ce qui a poussé à la création en fait, des chapitres Youth Mappers. Donc, les Youth Mappers font partie intégrante de la communauté OSM Sénégal, OSM de manière générale, comme Missing Map, qui est aussi une autre organisation qui fait partie de la communauté OSM. Donc, au niveau de la communauté OSM, tu as plusieurs structures comme le Humanitarian OpenStreetMap Team, comme le Missing Map, comme le Youth Mappers. Donc, il y en a une pléthore, mais toutes ces communautés-là font partie de la communauté OSM de manière beaucoup plus large. Donc, comme tu l'as dit, ça permet un peu de tisser en fait des relations entre les différentes universitaires et de pouvoir travailler sur des questions beaucoup plus scientifiques que ce que l'on trouve au niveau de la communauté OSM de manière générale. Merci beaucoup, c'était juste ça ma contribution par rapport à cette question-là. D'accord, merci Lamine, merci pour les éclaircissements. Donc nous allons donner la parole à Ernest. Ernest, si tu es toujours là, tu peux allumer ton micro, s'il te plaît. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir Ernest. Je suis Ernest Nakobangizé. Je suis provenant de l'Est de l'Afrique, dans le pays qu'on appelle le Rwanda.
Donc, notre chapitre, ce n'est pas le chapitre qu'on utilise au français, mais j'ai eu la soif de vous visiter ainsi que d'apprendre pour vous. Donc, le premier je vais vous remercier et vous dire la félicitation de la grande travail que vous avez fait. Ça montre que vous avez une grande comportement qu'on peut apprécier. Donc, j'ai vu comment vous avez travaillé depuis l'année 2018. Ce n'est pas facile. Donc, pour moi, il n'y a pas de question que je vais demander, c'est donc vous remercier pour ce que vous avez fait. Donc, dites aux élèves qu'ils allont travailler pour leur volonté. Ce n'est pas facile, mais vous avez pu de refaire. C'est la raison pour laquelle je vais vous dire que vous devez avoir la félicitation provenant de moi. Donc, nous aussi qui sommes provenant des pays qui parlent l'anglais, il y a beaucoup que nous pouvons étudier pour vous. Vous avez dit beaucoup des difficultés que vous avez dans votre chapitre, mais ce n'est pas vous seulement qui vont beaucoup de difficultés. Donc, et même les gens qui sont provenant des pays qu'on parle l'anglais, il y a beaucoup de difficultés. Mais ce qu'on doit faire, c'est de continuer de pousser pour que vous puissiez arriver à quelque chose qui est très touchable. Ce que je veux dire, c'est que j'ai grandement apprécié votre travail. Il y a beaucoup que j'ai étudié provenant de vous. Donc, que Dieu vous bénisse de tout ce que vous avez fait. Merci. Merci beaucoup, Ernest. Nous aussi, ça a été un plaisir de t'avoir rencontré et aussi on suit de près en fait le travail que vous faites aussi au Rwanda. Ça nous inspire aussi. C'est aussi ça le résultat de travailler en réseau, le fait de pouvoir s'inspirer des expériences des autres et de profiter de ces expériences. Vraiment, merci à toi. Merci Guy. Voilà, je pense que nous avons dépassé un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut répondre vite fait ou bien c'est assez clair pour tout le monde? Et donc, pour le petit commentaire, bon, il y a Rory qui dit qu'il a une autre réunion, qu'il doit partir, mais qu'il a aimé en fait la suggestion qu'on a fait d'avoir un peu plus de regional ambassadors pour pouvoir relayer dans ces zones francophones l'information. Et tout à l'heure, disons, j'ai discuté avec un ami de l'Ouganda et il m'a demandé dans le pays francophone, en tout, vous avez combien de chapitres? Et je pense que lorsque je me suis mis à compter vraiment je pense qu'on est 6 ou 7 chapitres, en gros, dans toute la zone francophone d'Afrique, ce qui est vraiment très, très peu. Parce qu'il y a des grands pays. Déjà, en l'Ouest, on a 2 chapitres en Côte d'Ivoire. Je pense au Sénégal, on a un seul chapitre. On en a un autre et en Guinée, donc c'est pas suffisant. On voit qu'il y a le Burkina qui est à côté qui n'en a pas, il y a le Tchad qui est pas vraiment très loin qui n'en a pas, il y a la RDC, il y a le Congo-Brazzaville et la République du Congo, il y a le Gabon qui reste, il y a le Cameroun encore, il faut augmenter. Donc il y a encore de la place en fait. Donc vraiment, je vous encourage à tous ceux qui sont là. Ceux qui sont au Cameroun, on en a déjà 2, mais il faut encore pousser. Le pays est assez grand. Donc, non, t'inquiète, Guy. Donc, je te promets que voilà, cette année-ci, bon, c'est fini, mais pour l'année prochaine, voilà, tu auras 5 chapitres du Sénégal. Donc, ça, c'est un personnel qu'on va élever au niveau du Sénégal.
Au moins 5, Merci au beaucoup, moins. Lamine, pour cette promesse-là. On Ça, attend. Merci beaucoup. ça aussi, je le promets, hein, Guy. OK, Mais entendu. bon, il faut qu'on s'y mette, surtout les francophones. Oui, C'est souvent l'anglais, la langue qui pose problème, mais il faut qu'on s'y mette tous et puis qu'on essaie oui. de partager les opportunités. Les francophones aussi peuvent bénéficier des fellowships et autres. Donc, il faut juste s'y mettre et puis ça ira, quoi. Moi, j'en suis sûr. Oui, surtout Voilà. ça. Surtout ça, s'y mettre. Mais surtout, comme je le disais, il ne faut pas venir que pour prendre, il faut aussi donner. L'idée, c'est que on a parmi nous des personnes qui ont un bon niveau de l'anglais, qui peuvent le comprendre. Et même si ils ne le comprennent pas et qu'ils ne peuvent pas traduire directement tous les textes et tous les documents à notre disposition, je pense que ceux qui peuvent le faire, même si c'est 3 ou 5 personnes, lorsqu'ils arrivent à le faire, ça serait intéressant que les autres, en fait, viennent reviewer ces documents-là, améliorer la constitution des phrases, améliorer les documents. Et donc, ça doit être une implication de tous, en fait, de toutes ces zones-là francophones, de pouvoir améliorer le contenu et de faire un contenu francophone viable et disponible pour les autres qui vont venir derrière. Je pense qu'on a la chance d'être les premiers. Donc, c'est à nous maintenant de tirer la vague et d'aller de l'avant avec tous les autres qui viendront ensuite. Donc, moi, je vous invite à ne pas hésiter à vous rendre disponible pour qu'on puisse ensemble traduire les documents. Et pour la petite info, en ce moment, il y a un livre en fait qui va être écrit par toutes les communautés. Et ça serait bien que pour les réunions, pour la rédaction de ce document-là, on ait un peu plus de francophones qui viennent. Parce que à la dernière réunion, j'étais le seul francophone. Et la proposition, c'était qu'on pouvait traduire certains articles en français dans ce livre-là qui serait édité. Et donc, c'est bien qu'on ait beaucoup plus de francophones qui participent et qui donnent de leur savoir. Parce que je sais que dans vos différents pays, vous réalisez de belles choses et c'est l'occasion de les partager avec tout le monde pour qu'on puisse en profiter aussi. Ne t'en fais pas, on va s'imposer comme l'a fait D'accord. les Espagnols et les Portugais. Oui, entendu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui demande à Bénin si on a des chapitres. Bon, je n'ai pas eu trop le temps de Non, non, il n'y en a pas au Bénin. Il n'y a pas de chapitre. Non, on n'a pas encore de chapitre au Bénin, on n'a pas encore de chapitre au Togo. C'est ça. Encore tu vois, il y a beaucoup de pays qui restent là, quand on compte en vrai. Il y a beaucoup de pays qui restent. Il y a du boulot. Et pour ce qui est de la traduction, voilà, je pourrais bien aider si toutefois j'ai les liens. Donc voilà quoi. Ok, entendu. C'est compris. D'accord, merci. On va insister sur Maman Patricia, comme tu l'as dit, figure maternelle de la Youth Mappers, pour qu'on ait le maximum de chapitres dans les pays francophones aussi. Voilà. Yeah. Donc, je pense que ça va si c'est assez clair pour tout le monde. Yeah. On peut s'en arrêter là et laisser le mail où on peut toujours envoyer des mails, des messages pour poser des questions, suivre dans les réseaux. N'hésitez pas aussi de contacter qui que ce soit qui sont membres ou Youth Mappers pour des questions supplémentaires. Ils seront toujours là pour vous appuyer et vous aider à vous orienter. Ok. Vraiment, tu peux clôturer. D'accord. Merci beaucoup et j'aimerais spécialement dire un grand merci à Dara et à Marcella qui dès le début, lorsque Ibrahim a proposé cette idée, elles nous ont accompagnés, nous ont aidés en fait. Thank you Marcella, thank you Dara for your help during these 2 weeks or 3 or maybe 1 month of preparing of this meeting. And thank you very much for this from all of the Francophone guys of Youth Mappers. So thank you. And I think we finish now. If you have something to say or for the people, you can say something. Messi, thank you for joining us. I wish I had more, I wish I had better French to be able to say thank you very much for joining. And we hear your feedback, we understand, and we hope to be able to provide more resources in French, to have a larger French-speaking regional ambassadorship. And those changes are coming in the near future. So thank you. Thank you again. Thank you for all of your work and for connecting
and for staying involved, you know, with everything that we are collectively dealing with at this moment. So thank you. Thank you. Thank you, Marcella. Donc, merci beaucoup à tous les participants. Un très grand merci à toi aussi, Ibrahima, pour ta disponibilité et pour tout le travail abattu durant toutes ces semaines pour l'organisation de cette réunion. Et je pense que, vu l'engouement et le nombre de personnes qu'il y a eu, je pense qu'on va penser à organiser ce genre d'activité, peut-être sur des thématiques différentes ou des thématiques un peu plus spécifiques, en fait, en français, pour pouvoir impliquer le maximum de personnes. Mais pour tous, n'hésitez pas à envoyer les mails, les mails au mail info youthmappers.org pour toute info que vous voudrez. N'hésitez pas à aller visiter la page et vous serez bientôt, je dirais, informés lorsque les liens pour les ressources seront disponibles. Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, merci à tous pour l'effort que vous avez fait de vous connecter. Pour tous ceux qui sont là depuis du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique centrale. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et donc, sur ce, je pense qu'on va clôturer cette réunion et ça a été vraiment un plaisir pour nous d'être là avec vous ce soir. Merci beaucoup. Et donc, allô, une dernière fois, serait-il possible en fait que vous puissiez tous vous connecter vos caméras, si possible, 1 minute, on va faire une photo et puis ça sera bon pour tout le monde. Juste 1 minute, on connecte tous les caméras, on voit là où chacun est et on se dit au revoir. Juste 1 minute, je fais une photo. Merci beaucoup et à bientôt. Bye.